Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow. Un épisode solo sous un format un peu différent aujourd'hui. Il a été produit suite à des intuitions, des synchronicités. Je n'avais pas prévu de faire ce format, en tout cas pas aujourd'hui. Et donc, voilà, ce sera l'occasion de me dire en commentaire si vous aimez cette version un peu différente, un peu plus transparente, je vais dire, sur la résilience et la santé au service de la résilience à travers une expérience personnelle, mon expérience personnelle, que je vous propose de découvrir tout de suite. Je me souviens, c'était un lundi soir qui a totalement changé le cours de ma vie, le cours de la vie de mon épouse et de mon fils. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je dois revenir quelques mois auparavant. En janvier 2007, je crée ma première entreprise avec mon épouse. Nous sommes alors jeunes parents, notre fils est né le mois d'avant. Donc on s'est mis des objectifs assez élevés. On a effectivement fait plusieurs erreurs de débutants, comme par exemple être tous les deux dans une seule société, avec justement un premier enfant. Mais on était courageux, on avait les compétences, les connaissances, avec peut-être une équipe autour de nous pas assez qualifiée pour pouvoir nous conseiller. Est-ce que on l'aurait écouté à sa juste valeur? Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait d'avoir fait ces erreurs de jeunesse, d'avoir peut-être manqué de conseils avisés et d'avoir ouvert une entreprise un an avant le crash bancaire, eh bien, en février 2009, nous devions fermer les portes de cette entreprise et déclarer faillite. Alors, l'ayant géré comme un bon père de famille, je n'ai pas été tenu responsable de cette faillite. Ceci étant dit, j'ai perdu énormément d'argent dans cette faillite. Beaucoup de rêves, beaucoup de stress, beaucoup de challenges. Je ne vais pas rentrer dans les challenges de cette époque-là, qui ont déjà mis à mal ma résilience. Je me souviens un soir avoir été promener mon chien, qui était vraiment mon guide et mon compagnon pendant toutes ces années, qui voilà, demandait deux sorties par jour. Et je me souviens en 2008, un soir, me baladant dans les rues de Bruxelles, et me dire je ne pourrais pas tenir 6 mois de plus. On était en 2008 et aujourd'hui nous sommes en 2024 et je suis toujours là, malgré les défis, les challenges, les expériences tenaces qui mettent à mal aussi bien la résilience physique que la résilience mentale. Mais passons donc à cette époque où effectivement, au-delà de la faillite, de la problématique de retrouver une stabilité financière, de permettre à mon épouse de récupérer également par rapport à ces différents événements. Et mes parents sont diagnostiqués autour de l'année 2008, euh, ou même un peu avant, je ne sais plus, tous les deux d'un cancer, en quelques mois d'intervalle. Il faut savoir que mes parents sont nés à un mois d'intervalle, et là, ils étaient diagnostiqués chacun de leur côté d'un cancer à quelques mois d'intervalle également. Et puis, finalement, on commence petit à petit à se reconstruire avec mon épouse. Elle tombe enceinte, nous sommes en 2010, et nous déménageons avec un bol assez dingue, puisque nous avons des amis qui partaient à l'époque au Canada et qui nous laissent leur maison pour finalement le loyer d'un appartement en plein Bruxelles. Et là, on est dans le Brabant flamand et on a une maison. Donc on se dit, ça y est, on se reconstruit petit à petit. Personnellement, au niveau professionnel, ça remontait petit à petit également. Et mon épouse était en congé maternité. Mais arrive le 18 janvier 2010, une semaine après l'anniversaire de mes parents, 60 ans tous les deux. Eh bien, maman me téléphone un dimanche matin pour me dire que papa est décédé euh, et que voilà, il n'est plus là. Effectivement, 60 ans, c'est très très jeune. J'avais encore à l'époque mes deux grands-pères.
L'un avait 90 ans, l'autre en avait 80. Et je suis totalement bousculé, étant donné que pendant cette période difficile de la faillite et de mon entreprise, j'avais eu difficile à être présent pour des raisons financières, de déplacement, de timing. Je voulais bien faire et j'ai voulu vraiment les conseiller un maximum sur la santé. Euh, Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent où j'ai interviewé Mike DeBover sur son challenge du cancer qu'il a vécu à 33 ans, j'avais eu cette maladresse de vouloir vraiment les encadrer au maximum, mais finalement, je me suis rendu compte que je faisais pis que mieux et que leur donner autant de conseils qu'ils n'arrivaient pas à mettre en pratique euh, les culpabilisait énormément. Donc là, c'est vraiment très mélangé. Mon père qui a toujours été sportif, fait très attention à son alimentation depuis tout petit. Il s'est soigné aux médecines parallèles, il était ostéopathe, il a travaillé en acupuncture, il est professeur d'éducation physique, il était impliqué dans l'écologie, il vivait à la campagne. Bref, c'est assez incompréhensible. J'ai à ce moment-là 34 ans, je vais sur mes 35 ans et c'est dur, c'est compliqué. D'autant plus avec la fragilité émotionnelle et financière des dernières années. Néanmoins, il faut continuer puisque c'est la vie, euh, même si elle est parfois difficile à comprendre. Et mon épouse est enceinte de 5 mois, donc on poursuit. Et donc 2 mois, jour pour jour après, le 18 novembre, nous mettons, enfin mon épouse met au monde euh, notre petite fille, Dunia, qui vient au monde un jeudi. Et je m'empresse de téléphoner à ma maman pour lui annoncer la bonne nouvelle. C'était un matin, un jeudi matin. Nous sommes heureux, on retrouve un deuxième souffle. Et le soir, on me téléphone en me disant que maman est repartie à l'hôpital, son cancer s'est réenflammé, en tout cas, s'est réactivé. Elle va vraiment pas bien. Et 2 jours après, le samedi, le 20 novembre 2010, je vais lui rendre visite à l'hôpital. Euh, Elle est vraiment pas bien. Elle a des angoisses. Elle est très, très affaiblie. Et le temps de rentrer, je reçois un appel téléphonique pour me dire qu'elle est partie et qu'elle n'est plus avec nous. Et donc, en 2 mois, je perds mon papa et je perds ma maman. Je me retrouve seul. J'ai toujours mes deux grands-pères. Mon grand-père paternel qui n'est plus vraiment dans la réalité, avec qui il est difficile de communiquer, peut-être heureusement, qui n'est jamais su que son fils était parti avant lui. Mon grand-père maternel, qui est encore à la fleur de l'âge, et qui, lui, vit difficilement ces deux décès coup sur coup, sachant qu'il a vécu la disparition également de son épouse en début 2010 et de son frère quelques années avant et d'un de ses petits-fils bien longtemps avant. Et donc j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour la résilience émotionnelle que mon grand-père peut-être m'a enseigné quelque part. Difficile de se retrouver finalement sans mes parents dans cette période difficile, intense, émotions totalement mélangées entre la naissance de ma fille et le décès de ma maman en 2 jours. On repart dans les processus d'un deuil, d'un processus d'un deuil et de funérailles et on revoit les mêmes personnes 2 mois après. Il faut savoir que pour les funérailles de mon papa, il y avait 350 personnes. L'école dans laquelle il a enseigné pendant plus de 30 ans a fermé pour permettre à ses collègues de venir lui faire un dernier hommage. C'était très touchant. J'avais demandé de pouvoir porter euh, le cercueil de mon papa une dernière fois. J'ai refait cette demande pour ma maman. Et donc, nous sommes en novembre 2010 et en l'espace de 2 ans, c'est dur, c'est dur. Le
temps passe, on a des réveillons, des fêtes de réveillon qui sont un peu amères. Et puis ce fameux lundi 24 janvier, mon épouse s'est endormie dans le fauteuil. Mon fils dort évidemment. Il est à peu près 10 heures du soir. J'ai ma petite Dounia à côté de moi, dans mes bras. Je lui souris, je la regarde dans son sommeil. Et puis tout d'un coup, elle s'arrête de respirer. En une fraction de seconde, je comprends ce qui se passe. Je réveille mon épouse, on appelle des secours, on lui fait les massages cardiaques comme on peut faire sur un bébé de 2 mois. Les secours arrivent très vite. Ils font un massage cardiaque, lui essaie de la réanimer. Ça ne fonctionne pas, d'urgence à l'hôpital. Avec mon épouse, l'ambulance, le temps que je puisse aller chercher mon fils, la police nous accompagne jusqu'à l'hôpital pour nous dire que c'est terminé. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir dans mes bras une dernière fois. Et puis là, je m'en souviendrai toute ma vie. Le monde avait perdu ses couleurs. Nous sommes 13 ans plus tard. Chaque année, le jour de son départ, je me sens dans l'inspiration de partager sa venue éphémère sur notre petite planète. On a fait beaucoup de chemin avec mon épouse depuis lors. Parce qu'à partir de là, je venais de perdre mes parents et ma fille en l'espace de 4 mois. J'étais indépendant, mon épouse était en congé de maternité et n'avait pas de travail à l'époque. 10 jours plus tard, j'étais au travail. Depuis là, je ne me suis jamais arrêté. Je pense qu'en 13 ans, j'ai eu peut-être 2 fois une semaine de congé. Nous avons vécu d'autres challenges. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire que mon couple est fort, ma famille est en bonne santé. 4 ans après le départ de notre petit ange, nous avons eu la chance d'accueillir notre troisième enfant, Maya, qui fait le bonheur de son grand frère, qui a eu très difficile de voir et de vivre cette expérience du départ de sa petite sœur. Sur 13 ans, je n'ai jamais été voir un psychologue, mais par contre, j'ai quelques personnes qui ont été clés dans cette capacité de résilience. Résilience par rapport à un trauma. Un trauma, c'est un événement qui arrive trop rapidement, trop intense, et qui arrive trop rapidement. C'était le cas. Et malheureusement, des petits traumas après, dont l'autre définition me marque essentiellement dans mon travail, par rapport à l'implication sur le système nerveux, le système digestif, le système hormonal, et qui doit être nourri justement pour alimenter cette résilience. Et depuis cette période, je ne sais plus si c'était un peu avant ou si c'était après, je n'ai plus la mémoire de la logique, c'est ce mantra, in shape to grow, être en forme pour grandir, grandir émotionnellement, mentalement et spirituellement. C'est vraiment ce que je crois, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment l'ADN de mon travail. C'est permettre aux gens qui vivent des événements, qu'ils soient intenses comme celui-là, moins intenses parce qu'il n'y a pas de valeur dans un trauma, dans un événement, c'est d'avoir l'énergie pour pouvoir se relever. J'ai toujours dit que de nombreuses fois, je me suis retrouvé avec un genou à terre, mais jamais les deux. J'ai toujours eu une jambe sur laquelle je pouvais m'appuyer. Parfois, c'était la croyance comme quoi tout ce que je vivais avait un sens et que j'allais pouvoir surmonter ce challenge et que ça allait me faire grandir. Parfois, c'était une vidéo d'un youtubeur ou d'un auteur qui parlait de la résilience, qui parlait le courage, qui parlait de la santé de manière plus holistique, plus intégrative. Parfois, c'était un ami thérapeute
travaillé beaucoup dans l'énergétique pour pouvoir me relever de cette expérience. Je dirais que dans les mois qui ont suivi, mon épouse a eu une dépression, bien sûr. En tant que papa, j'ai eu très difficile à vivre, évidemment, cet événement, mais rien de comparable à mon épouse, qui elle l'a porté 9 mois, et qui, en tant que maman, a eu d'autres challenges que moi. Même si lui en suis éternellement reconnaissante, parce que grâce à elle, j'ai une relation extraordinaire avec mes 3 enfants, parce qu'elle m'a permis dès le départ de pouvoir avoir cette relation privilégiée. Peut-être quand j'en parlerai dans une autre vidéo, une autre capsule, un autre épisode, si ce genre d'épisode plus euh, lié au vécu vous permet de vous inspirer, de trouver des sources d'inspiration, parce que au-delà de l'aspect émotionnel, le fait de partager cette vidéo, cette expérience, ce vécu, c'est la première fois que je le fais. Je ne l'ai expliqué à personne, ce que je viens de vous expliquer. C'est probablement thérapeutique pour moi. Sur 13 ans, j'ai souffert énormément de solitude à travers ce que j'ai vécu. Parce qu'il faut savoir que lorsque notre petit ange est parti, la famille de mon papa était en deuil toujours, la famille de ma maman était également en deuil, et je l'ai compris assez vite, je les ai excusés assez vite de ne pas avoir été présent pour moi, éventuellement pour mon fils. J'ai une cousine qui a vraiment été extrêmement proche de mon épouse et avec laquelle elles ont développé une relation assez incroyable, qui ont permis, grâce à cela, à se relever. Mais moi, en tant que fils, en tant que neveu, en tant qu'homme, en tant qu'ami, parce qu'il faut savoir qu'après une faillite, vous perdez quand même beaucoup d'amis lorsque vous avez des problèmes financiers. Donc je me suis retrouvé relativement seul. Néanmoins, rendons à César ce qui appartient à César, grâce à la communauté des femmes autour de mon épouse, j'ai pu effectivement maintenir ce genou relevé et ne pas m'écrouler totalement. Et effectivement, quelques amis thérapeutes, comme je le disais, que ce soit à travers l'énergétique, le chamanisme, que ce soit à travers le développement personnel, que ce soit... Bref, tout ce qui peut vous nourrir et maintenir cette foi, maintenir cette résilience. J'ai toujours, et je le pense toujours, cru que tout ce qui pouvait nous arriver avait un sens. Vous voyez derrière moi, il y a quelques bouquins. Euh, Ça va de la biochimie à la nutrition, à la longévité, mais également au développement personnel, à l'énergétique, à la philosophie. Et je nourris cette croyance comme quoi il y a un après. Et j'ai nourri et je l'ai vécu, cette relation avec ma fille. Mais également que moi, ici, dans mon expérience de vivant, eh bien, tout cela a un sens et va me permettre de le transformer. Alors certains le transforment à travers des organismes philanthropiques ou des actions de volontariat, dans des œuvres, dans des ASBL, dans des organismes. Moi, je l'ai tout naturellement transformé dans mon travail, la remise en forme pour grandir. Ça peut être à travers une perte de poids, parce que la prise de poids vient d'un trauma. Ça peut être un vécu traumatisant, qui n'entraîne pas de perte de poids, ou de prise de poids, mais des douleurs, ou un mal-être. Et donc, revoir sa nutrition, revoir son activité physique, revoir son sommeil, revoir sa gestion du stress, sa méditation, ce sont des outils qui m'ont permis de rester résilient à travers ces 13 dernières années en particulier, mais déjà avant. Parce qu'il y a d'autres événements qui étaient venus me chambouler. Alors que, en tant qu'enfant, j'ai une belle enfance, avec des parents aimants, vivant à la campagne, je faisais du sport, on mangeait bien, j'étais plutôt introverti, j'étais plutôt très calme, un enfant que l'on pouvait déposer un peu n'importe où et qui réagissait, qui ne faisait pas vraiment de bêtises. Ça, c'est un autre sujet. Mais il n'y avait rien de
problématique. Donc, je n'ai jamais été obligé de développer de résilience particulière face à un événement, des événements aussi violents. Jusqu'à mes 16 ans, je n'étais pas très curieux. Après, je suis parti à l'aventure j'ai fait un peu mes armes. Mais avant, je dirais, ces événements, avant finalement, déjà en 2004, quand on est devenu, mon épouse et moi, volontaires au Pérou, et qu'on a été expulsés d'un organisme qui était plutôt mafieux, euh, ça c'était finalement le premier challenge réel sur lequel je peux nommer des émotions, des choses. Et donc je reste persuadé que ce que nous vivons, il y a une citation comme ça qui dit que tout ce que nous vivons, nous sommes capables de les relever. Alors bien sûr, il faut se donner les moyens. Bien sûr, on va être face à ses propres peurs, à ses propres faiblesses. Et mon épouse et moi avons traversé des événements durant lesquels ces faiblesses étaient fortement stimulées. On aurait pu à tout moment jeter l'éponge, soit envers le couple, soit envers la famille, soit envers nos rêves. Et on ne l'a pas fait. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous a rendus plus forts. Et je suis très triste de voir parfois des couples qui ont vécu ces mêmes événements traumatisants, eh bien, ne pas poursuivre le chemin ensemble parce que c'est trop difficile et je peux le comprendre. Donc si cette vidéo, si ce témoignage peut aider à stimuler l'espoir, à maintenir, à nourrir l'espoir de ceux et celles qui ont vécu soit une situation similaire, soit une situation tout aussi traumatisante, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur, eh bien, tant mieux. Cet épisode alors aura du sens. N'hésitez pas à faire un commentaire et à partager si besoin. D'ailleurs, c'était assez enrichissant, assez marquant. Je vous ai dit, chaque année, je partage, selon l'inspiration, la maladresse, l'émotion, sur les réseaux, mes ressentis par rapport au départ de mon petit ange. Et je suis surtout toujours surpris de certaines réactions de personnes que je ne vois pas souvent peut-être, et cette année-ci en particulier, de messages qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment nourri. Je le disais il y a quelques instants, je souffre de cette solitude par rapport à cet événement. Peut-être que le fait de l'avoir partagé avec vous, avec quelques-uns d'entre vous, ça va permettre d'alléger encore un peu cette blessure, de l'avoir exprimée. C'est aussi suite à l'interview de Mike de Bover qui en parlait justement, du fait de parler, c'est de mettre des mots sur des événements, c'est extrêmement important. J'ai pu expérimenter la force et la cohésion des cercles de femmes, ce que les femmes ensemble peuvent faire dans une communauté. Et je trouve, en tout cas moi, ça m'a manqué d'avoir de vrais amis, de vrais hommes autour de moi qui m'ont dit, allez David, viens, on va faire une séance de sport, ou alors parle, ou que sais-je, pour pouvoir l'exprimer d'une manière masculine, d'une manière, voilà, peut-être dans l'intensité, mais que ça puisse s'exprimer. Et donc, oui, le fait de l'avoir partagé une fois de plus sur les réseaux, ça m'a donné cette envie de le partager sous forme de vidéo et de vous en parler. Parce que là, j'ai une centaine de personnes qui ont vu ce post il y a quelques jours. Alors, si vous découvrez cet épisode plusieurs mois après, c'était en janvier 2024, mais ça reste d'actualité parce qu'il n'y a pas de temps pour vivre un trauma et surtout le guérir. C'est arrivé il y a 13 ans, mais il y en a qui vivent avec des blessures depuis 20, 30, 40 ans et qui n'ont pas encore réussi à transformer cette, cette douleur. C'est d'ailleurs aussi suite à une séance de coaching avec Judith Van Den Bogert, dont j'avais interviewé le mari l'année passée dans mon podcast, et qui est une coach spécialisée en psychogénéalogie, et qui me dit, tiens David, est-ce que depuis lors tu as pu transformer cet événement? Et non, pas encore. J'ai pas eu le temps en 13 ans. Oui, je passe à travers ce mantra qui est être enfant pour
bien grandir, in shape to grow. Mais je n'ai pas encore réellement transformé cette douleur, cette blessure. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise, à nouveau, de voir certains témoignages face à mon partage, face au partage de mon épouse aussi, qui a eu cette année-ci une manière d'exprimer ce qu'elle ressentait de manière magique. Elle a aussi, elle, de son côté, à travailler cette douleur qui est enfouie, qui est encore différente pour une mère. Et elle a une force insoupçonnée que j'essaye de soutenir parce elle a comme ça des énergies qui sont très différentes. Et il y a une part d'elle en termes d'énergie qui est vraiment belle, qui est vraiment puissante, qui est vraiment la puissance de l'énergie féminine, de l'énergie guérisseuse de la femme qui est incroyable et qui n'a pas encore pu utiliser vraiment à sa juste valeur, et j'espère vraiment qu'elle pourra l'exprimer. Parce que, au-delà de ce que nous pouvons vivre dans cette expérience, je reste persuadé qu'elle et moi avons un, pas un devoir, pas une mission non plus, ça fait un peu pompeux, mais on a une occasion, une opportunité de réellement transformer l'expérience que nous avons eue, tous les deux, tous les trois avec mon fils, tous les quatre avec Dunia, et tous les cinq avec Maya, qui en parle souvent, elle fait partie de sa vie, sa grande sœur, c'est assez incroyable de pouvoir vraiment transformer ce genre d'événement. Et donc, oui, je sais que je dois l'exprimer, peut-être que c'est le début d'une nouvelle manière de partager ce qui fait de mon métier un créateur de programmes santé, à partir de mon expertise en tant que scientifique des sciences du bien-être, nutrition, entraînement, sommeil, gestion du stress. Aujourd'hui, j'étudie les traumas au niveau biologique, mais tous ces éléments-là au service de personnes qui ont besoin aujourd'hui d'outils et de nourrir leur résilience, leur capacité à surmonter les événements et de pouvoir le partager avec un maximum de monde. Donc à travers les commentaires, les témoignages vraiment puissants de cette année, je me suis rendu compte à quel point les réseaux sociaux pouvaient avoir ce côté très lumineux. Parce qu'il y a vraiment des personnes, elles sont à 5000 km de moi, mais à travers leurs messages, 2 lignes, waouh, je pouvais sentir l'intention et ça m'a vraiment fait du bien. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode avec Mike de Boover, crossfitter, 33 ans, diagnostic du cancer, aujourd'hui en pleine forme, survivant, à qui je demandais justement, tiens, mais moi j'ai fait l'erreur de vouloir conseiller mes parents lorsqu'ils étaient malades et ça les culpabilisait. Toi, en tant que survivant du cancer, qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir et qu'est-ce que tu aimerais partager avec ceux qui entourent quelqu'un qui vive un cancer? Et il m'a dit, vraiment leur montrer que vous êtes, que cette personne compte énormément pour vous. À travers les témoignages euh, que j'ai reçus cette année-ci, que mon épouse a reçus, oui, on voit que les petites graines que je sème de temps en temps, les témoignages à gauche, à droite, font que ça peut inspirer certaines personnes. Ça peut, et qu'on est également important. Et c'est un élément qui va au-delà de tout ce que l'on peut faire. C'est le sens de la communauté. Yves Pat, qui est un sociologue, crossfitter aussi, partageait un article vraiment intéressant la veille, le 23 novembre, qui semble-t-il être la journée dédiée à la solitude, parce qu'on se rend compte que de plus en plus de personnes se sentent seules, malgré justement l'hyper connexion que nous avons à travers les réseaux sociaux, et que c'est vraiment une problématique. Et c'est un élément qui est essentiel dans une remise en forme, le sens de la communauté, de la famille, de la tribu. C'est 3 degrés différents, importants, que l'on retrouve dans l'étude des zones bleues, ces zones dans lesquelles on retrouve le plus grand nombre de centenaires, d'octogénaires, en bonne santé. C'est d'avoir une famille qui est soudée, qui est importante, d'avoir une tribu qui est forte, c'est-à-dire des amis, des proches hors dehors de la famille, sur
qui on peut vraiment être vrai, ce qui me manque cruellement, personnellement en tout cas, et une communauté dans laquelle on n'a pas spécialement des liens émotionnels, mais avec lesquels on peut partager un but commun. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important. C'est ce qui, je pense, a permis à mes deux grands-pères euh, de vivre jusqu'à 96 ans. Donc mes grands-pères, tous les deux, mon grand-père maternel est décédé cet été à l'âge de 96 ans. Je parlais encore avec lui la semaine d'avant. 96 ans. Il n'a pas connu la guerre, mais il avait 14 ans dans la Deuxième Guerre mondiale, mais il a vécu des événements, voilà, émotionnels, intenses, et je pense que c'est la communauté qu'il avait dans sa paroisse qui l'a vraiment permis d'avoir une aussi bonne santé, malgré l'absence de sport, malgré l'absence d'une nutrition adéquate, malgré l'absence de ce que j'enseigne finalement, sauf cet élément effectivement important de la santé émotionnelle, du sens de la communauté, du contact social, du contact humain. Mon grand-père paternel, qui est décédé en 2012, à l'âge de 96 ans, lui, il avait été déporté 4 ans euh, en Allemagne et en Pologne durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu à pied de Pologne, je ne l'ai appris que bien plus tard après, lui aussi très discret, mais le sens de la communauté et le sens du partage, c'était vraiment très très fort chez lui. Mes parents ont perdu 36 ans de vie sur leur papa et plus de 20 ans sur leur maman qui ont, pour ma grand-mère paternelle, atteint juste 80 ans et pour ma grand-mère maternelle 84. Euh, j'ai pas envie de partir à 60 ans parce que euh, j'ai toute une série de nœuds émotionnels qui sont non résolus et qui ne m'ont pas permis de vivre intensément cette vie assez extraordinaire. J'ai envie de vivre très loin, très longtemps, pour partager un maximum de choses. Donc voilà. Un format un peu différent. Donc mon message derrière, à travers cette vulnérabilité dont je n'ai pas l'habitude, pour être tout à fait honnête, euh, ce matin, lorsque je me suis lorsque ce matin j'ai repensé à mon partage hier, j'étais un peu mal à l'aise de me dire, mais finalement, tout le monde s'en fout de ta vie. C'est vrai que le monde continue à tourner depuis 13 ans. Et il y a des événements qui sont beaucoup plus dramatiques dans le monde. Et en particulier aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu partages comme ça? Et j'ai senti dans certains commentaires de mon post à ce sujet-là, peut-être une certaine irritation de certains qui partageaient leur un commentaire, mais derrière lequel je sentais qu'il y avait un, un message du genre oui, c'est bon, quoi. Ça fait 13 ans, get over it. Et là, je me dis ok, on le vit différemment. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps en 13 ans. Je vous dis, on n'a pas vraiment eu le temps de. 10 jours après, j'étais de nouveau au travail. Et puis il y a eu d'autres événements euh, très intenses, directement ou indirectement liés à cet événement et à la succession d'événements, qui fait que ben, malgré tout, je suis toujours optimiste. D'ailleurs, c'est bientôt une autre thématique. Optimiste, je crois toujours qu'il y a un meilleur demain. The best is yet to come. Euh, que ça me permet de grandir, mais qu'il est vraiment temps, que je passe à un niveau supérieur, aussi bien pour mes enfants que pour mon travail, euh, parce qu'il y a encore énormément de blessures et de cicatrices qui sont beaucoup trop vives. Alors oui, je suis toujours avec un travail de développement personnel,
peut-être changer un peu de fusil d'épaule, passer une vitesse supérieure, mais c'est surtout le mindset qui va être important à modifier. Et ça, c'est un mindset qui est bien antérieur à tous ces événements. Et c'est là où, c'est ce que je fais en consultation, euh, j'essaie de mettre en lien l'histoire de la personne. Votre histoire est importante. C'est d'ailleurs également une recommandation du docteur Van den Bogart dans son processus de guérison lorsqu'il accompagne ses patients à travers la psychogénéalogie, mais également par rapport à la biographie de chacun. C'est effectivement de comprendre le fil conducteur. Moi, je ne vais pas jusque-là, je vais essayer de surtout trouver le fil conducteur au niveau de la santé, avec mes outils. Alors, je ne suis pas thérapeute, donc je n'aborde pas cette partie-là. Moi, mon but, c'est de vous donner suffisamment d'énergie pour affronter vos blessures, vos traumas, parce que c'est bien d'aller enlever les couches de l'oignon, mais si vous n'avez pas d'énergie, c'est compliqué d'aller faire face à ces peurs, à ces freins, à ces traumas. Je me souviens, un de mes amis thérapeutes qui me disait: David, est-ce que tu veux que je parle de l'aspect émotionnel à ton papa au niveau du cancer? Et je lui ai dit: oui, tu peux essayer. Il lui en a parlé, et mon papa l'a regardé dans les yeux et il a dit: je sais, mais je n'ai plus le courage, je n'ai plus l'énergie d'aller aborder cette partie de mon cancer. On le sait. Alors, on ne va pas résumer le cancer, c'est d'ailleurs pas ni mon but ni ma spécialité, mais il y a énormément d'études aujourd'hui et d'experts, de médecins qui ont bossé là-dessus et qui voient que c'est une problématique plurifactorielle et que au plus on va travailler sur différentes stratégie, plus on augmente nos chances de rémission. On a des personnes qui sont en stade 4 et qui s'en sortent. Pourquoi ça a fonctionné avec certaines personnes et pas avec d'autres? Ça, c'est ce fameux challenge. Et moi, dans cette équation, mon travail, c'est de donner, quelle que soit la problématique, qu'elle soit de survie à ce point-là ou beaucoup moins, c'est créer un programme de remise en forme personnalisé, parce que ça a fonctionné avec moi. Ça a fonctionné avec énormément de mes clients, qui n'ont pas tous traversé les traumas, ou en tout cas de cette envergure, c'est de pouvoir trouver un programme personnalisé qui va vous donner l'énergie nécessaire au quotidien, de garder la foi, garder la résilience, nourrir cette résilience pour passer les obstacles. C'est la quête du héros, c'est la quête que nous avons tous et toutes dans notre vie. Il ne peut pas y avoir de hasard, il ne peut pas y avoir de malchance, il ne peut pas y avoir de fatalité. C'est un... Et encore une fois, ce n'est pas spécialement un karma ou une destinée. Je ne vais pas rentrer trop dans la partie philosophique de cette question, mais de me dire, ok, on a systématiquement le choix. Le choix n'est pas toujours facile. Euh, Par exemple, oui, je dois vous avouer, quand ma petite est partie, pendant 6 mois j'ai fumé. Et je ne me supportais pas à ce niveau-là. Dans la symbolique de la cigarette, c'est, en tout cas de l'acte de fumer, c'est effectivement la peur de la mort. Et donc c'était, je l'ai appris après, c'était tout à fait logique. Et du jour au lendemain, pouf, j'ai arrêté. Et après j'ai eu des rechutes plus tard au niveau émotionnel, j'ai voulu reprendre, mais ça ne fonctionnait pas, ça ne m'aidait plus. Alors, il y a tout un contexte, il y a il y a des stratégies, j'ai pas pris n'importe quoi, mais pendant 6 mois, ça me permettait de respirer littéralement. Je me levais le matin, il me fallait mon tabac. Et donc, tous ces éléments pour vous dire que oui, en tant que créateur de programmes santé, j'ai cette science du bien-être, cette connaissance, cette expertise, mais également le vécu qui permet d'être en empathie avec mes clients et de pouvoir les soutenir au maximum dans leur challenge de vie. Et j'espère pouvoir, à travers ces podcasts, que ce soit les versions solo que j'ai déjà fait sur une thématique, que ce soit sur les interviews d'experts qui cette année ont tous été choisis parce qu'ils ont traversé des événements personnels et qu'ils en sont sortis avec des stratégies et des outils chacun différents, eh bien, ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des clés
de l'espoir. Il n'y a rien de plus difficile pour le cerveau que d'avoir l'impression de ne pas avoir de solution. La semaine dernière, j'ai une de mes clientes qui me disait, c'est marrant parce qu'après notre première séance, je me suis senti beaucoup plus détendu du week-end, ça allait vraiment mieux. Et je dis, écoute, c'est simplement parce qu'on a donné des nouvelles, une opportunité de solution à ton cerveau et de se dire, ok, là, il y a de l'espoir, je ne suis plus coincé dans ce diagnostic, dans cette problématique, dans cette douleur. Et donc, oui, et moi je suis persuadé qu'il y a des options qui lui permettront de sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc ça, c'est vraiment au cœur même de mon ADN, c'est au cœur même de mon travail. Et j'espère que ce podcast, donc ces interviews, et à partir d'aujourd'hui, ce format solo sous forme un peu plus personnelle, eh bien, peuvent vous inspirer. Dites-le moi en commentaire. Je vais terminer ici ce premier épisode, en tout cas ce test d'épisode un peu plus vulnérable. Dites-moi si c'est intéressant. Dites-le moi si en fait ça vous a gonflé. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès le prochain épisode avec une nouvelle interview. Et d'ici là, prenez soin de vous.